Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Après ma vidéo sur Johnny Guitar, j'étais encore dans mon ira de Joan Crawford et j'avais envie d'exploiter le filon au maximum. Et c'est donc pour ça que je vous propose une nouvelle vidéo sur Joan Crawford aujourd'hui. J'ai découvert cette actrice avec RuPaul Drag Race, parce que c'est une icône queer, et j'étais hyper curieuse de découvrir la carrière de cette actrice, découvrir ses rôles, sa vie, enfin bref, à voir les références. Aujourd'hui, Joan Crawford, elle a une image assez monstrueuse, celle d'une mère tyrannique, d'une actrice exigeante et jalouse de ses collègues, d'une star croqueuse d'hommes. Mais en m'intéressant un peu plus à sa vie, j'ai découvert une image autre que celle dépeinte par la pop culture. Pas du tout celle d'une femme exemplaire ou d'une sainte, mais plutôt d'une femme écrasée par un système. Joan Crawford, c'est indéniablement une star. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire être une star? Je vais me baser sur les définitions proposées par Francesco Albertoni et puis celle de Barry King, qui dit qu'en gros, les stars sont un groupe de personnes dont le pouvoir institutionnel est très limité ou non existant, mais dont les actes et la manière de vivre suscitent un intérêt important. Les stars ont un contrôle important sur la représentation des gens au sein de la société. Ce concept de star, il naît au cours du 19e siècle avec les comédiens de théâtre aux États-Unis et a pour quintessence la période des années 20 aux années 40 avec l'industrie hollywoodienne. Dans cette vidéo, j'avais envie de comprendre comment l'industrie hollywoodienne façonne ces stars de toutes pièces comme une marchandise et comment cette marchandise elle va devenir obsolète une fois la mode passée. Je vais vous proposer principalement une étude de cas sur Joan Crawford. Ça va pas être une biographie, vous n'allez pas découvrir toute la vie de Joan Crawford de sa naissance jusqu'à sa mort avec tous ses rôles, tout ce qu'elle a fait dans sa vie, mais plutôt une étude de cas sur le fait d'être une star à cette période. Pourquoi Joan Crawford en particulier ? En dehors du fait que j'ai des grandes obsessions qui changent toutes les 3 mois, je trouve que c'est une actrice extrêmement intéressante puisque elle évolue en même temps que l'industrie hollywoodienne et elle traverse toute l'histoire du cinéma classique hollywoodien. J'ai pris la décision de diviser cette vidéo en 2 parties parce que c'est un sujet qui est extrêmement dense et dans une première partie je veux vraiment parler de l'industrie et du vivant de Joan Crawford. Dans une deuxième vidéo, j'aborderai l'héritage plus complexe de Joan Crawford. J'espère que cette vidéo, elle va vous plaire, elle va être assez dense, donc n'hésitez pas à faire des pauses, ou enfin, voilà, regardez comme vous voulez en fait. Mais elle va être très intéressante, enfin j'espère. Le fonctionnement d'Hollywood, à ses débuts, il est très particulier. On a aujourd'hui une vision assez artistique de la création des films, ou au moins basée sur le talent de tous les acteurs du monde du cinéma. La réalité, elle est bien plus terre-à-terre, particulièrement au début du cinéma. Pour comprendre la carrière de Joan Crawford, il nous faut 2 concepts clés. Le studio system et le star system. Ce sont 2 concepts différents mais qui se nourrissent entre eux. Au début du XXe siècle, le monde du cinéma se déploie comme une industrie aux États-Unis. Les premiers studios se trouvent sur la côte Est, mais se relocalisent rapidement en Californie pour des raisons financières, et puis il y a plus de soleil, ce qui est plus pratique pour tourner. Il y a donc plusieurs studios qui produisent leurs films. La MGM, dont on va beaucoup parler, la Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Bros, etc., etc. On considère le début du studio system en 1917, le moment où Adolph Zukor, un producteur états-unien, acquiert la Paramount Film Corporation, une société de distribution de films, pour la fusionner avec sa société de production, la Famous Players-Lasky Corporation. C'est ce qu'on appelle l'intégration verticale. Pourquoi verticale ? Parce que la compagnie va gérer en autonomie tous les aspects de la création du film, gérer les scénarios, produire le film, gérer les acteurs, distribuer le film, exploiter le film. Les autres compagnies vont suivre cette tendance et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec un oligopole des studios hollywoodiens. Le studio system, c'est donc ce modèle précis d'organisation industrielle. En parallèle, il est nourri par le star system, qui lui se réfère au système de création et de développement des stars. Le star system se déploie à partir des années 1910, mais voit son apogée à la fin des années 20 avec notamment le développement du son. Vu que la star est le produit essentiel du studio, on cherche à la rentabiliser un maximum. On va ainsi la façonner.
créer la star permet de maximiser les chances de réussite financière des productions cinématographiques. Dans un article de 1948, Louis B. Mayer, un producteur états-unien de la MGM, dit « L'idée qu'une star puisse naître est une absurdité. Une star est créée avec attention, construite de rien, depuis rien, à partir de personne. L'âge, la beauté, le talent, particulièrement le talent, n'a rien à voir avec tout ça. On pourrait faire des sacs à main en soie à partir d'oreilles de truie n'importe quel jour de la semaine. » Cette citation elle est affreuse, mais elle illustre bien la déconnexion entre la création d'une star et l'humain derrière. On crée un produit à vendre déshumanisé, impersonnel, afin d'être le plus lisse possible. Le studio system et le star system sont deux concepts caractéristiques de ce qu'on va appeler la période de l'âge d'or d'Hollywood. Et la carrière de Joan Crawford, elle commence à ce moment majeur. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on façonne cette star. Une partie de l'organisation des studios est consacrée à la création des stars. Les studios vont être divisés en différents départements qui témoignent du caractère vraiment méthodique de la création de la star. Tout d'abord, on va voir le Talent Department, où travaillent les talent scouts, les découvreurs de talents qui, comme leur nom l'indique, vont aller découvrir des talents. Une fois les talents découverts, ils vont passer des silent tests pour voir s'ils sont suffisamment photogéniques, pour voir s'ils passent bien à la caméra. Après les silent tests, on a les sound tests. Si tous ces tests sont validés, le talent va signer un contrat avec le studio. Ces talents commencent par la suite au bas de l'échelle. Ils sont soit figurants, soit ils travaillent sur des films de série B. En 1924, Lucille Le Sueur va signer son contrat avec la MGM. Elle a environ 18 ans. Elle va mentir sur son âge et elle indiquera jamais sa vraie date de naissance. Elle suit totalement ce parcours de nouveaux talents puisqu'en 1925, elle apparaît dans son premier film, Lady of the Night, comme doublure pour la star la plus connue de la MGM à cette époque, Norma Shearer. Et elle ne va évidemment pas être créditée. Une fois que le talent est découvert par le studio et commence à faire ses premières apparitions au cinéma, la star doit vraiment apprendre à devenir une star. Le studio passe alors cette fois-ci par le département de la publicité, afin de créer de toutes pièces son persona. On forme alors une nouvelle identité, une nouvelle personnalité, une nouvelle apparence au détriment de la véritable personne derrière. Pour l'apparence, Lucille Le Sueur doit faire disparaître ses taches de rousseur sous du maquillage. Le studio lui réaligne les dents pour qu'elle ait ce sourire parfait de star hollywoodienne. Et d'autres départements sont responsables de l'entretien de sa beauté. Le département du maquillage, de la coiffure, du stylisme. Quant à son persona, on commence par changer son nom. Lucille Le Sueur, ça sonne un peu trop comme sewer en anglais, qui veut dire égout. Donc c'est pas très sexy. Pour ça, ce qui est assez fou, c'est que c'est vraiment le public qui va choisir le nom de Joan Crawford, puisque la MGM va organiser un concours renommé la star dans le journal Movie World. Les lecteurs vont pouvoir proposer un nouveau nom, et c'est le nom de Joan Crawford qui va être choisi. Cette dernière, elle va pas trop aimer ce nom au début, puisqu'elle va trouver que Crawford, ça sonne un peu comme crawfish, qui veut dire écrevisse en anglais, qui est pas non plus très sexy. En plus de ça, Lucille Le Sueur, elle vient du fin fond du Texas, et avec son accent, elle prononce son prénom Joan et non Joan, une manière de prononcer qui sonne plus élégante pour le public de l'époque. Mais là, déjà, vous comprenez que Joan Crawford, elle va rien choisir. C'est le public, c'est le studio qui va commencer à façonner qui elle va être dans ses années futures. La star en devenir, elle va également prendre des cours pour être plus à l'aise face à la caméra. C'est pas quelque chose qui va être un problème pour Joan Crawford, mais elle va prendre des cours pour modifier son accent. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les films de cette époque, il y a un accent très particulier que les actrices ont. L'accent transatlantique. How about some tea then? Tea would spoil my dinner. I only have one meal a day and I'd rather hate to spoil it. C'est un accent qui n'existe nulle part puisque c'est un mélange d'accent anglais et d'accent états-unien, là pour souligner une certaine classe sociale sophistiquée. Joan Crawford, elle passe ainsi de cette jeune plouc texane, comme la considère le studio, à cette jeune bourgeoise élégante et sophistiquée du cinéma hollywoodien. Le département de publicité va également créer une nouvelle personnalité pour la star. Elle peut être inventée de toutes pièces ou basée sur des faits réels. Cette nouvelle personnalité créée par les studios n'a pas pour but de représenter la complexité humaine, mais plutôt de la faire correspondre à un type clair pour le public afin de mieux vendre la star. Cette notion de type, elle est définie par Clapp comme étant
une norme collective de comportement liée au rôle formé et utilisé par le groupe, un concept idéalisé de la manière dont les gens sont censés être ou agir. Il existe différents types. Clapp va en définir 3 principaux: le good Joe, donc le mec sympathique, le tough guy, le mec un peu dur, un peu violent, et la pin-up. Il existe d'autres types un peu plus complexes qu'on va qualifier de type alternatif. Par exemple, Joan Crawford, elle se rapporte au type de la femme indépendante, trop ambitieuse et intelligente par rapport aux attentes de la société de l'époque. En gros, c'est le type de rôle qu'elle va interpréter à l'écran. Maintenant, on va rajouter une couche de complexité, mais suivez-moi là-dessus parce que ça va nous permettre de comprendre à quel point le studio a un contrôle sur ces personnes. On a bien vu qu'à travers la constitution d'un persona, qu'un des aspects essentiels de la star est la constitution de l'image de la star. Pour l'historien du cinéma Richard Dyer, c'est cette image qui sert de point de contact entre le public et la star. Quand le studio constitue son image, il ne va pas s'arrêter à celle que la star interprète à l'écran, mais aussi l'image de l'actrice dans sa vie réelle. Laurie et Cort y parlent de 2 catégories de conception de l'image. L'image intrafilmique, le rôle de la star dans le film, en gros son personnage à l'écran, et l'image extra-cinématographique, l'existence de la star en tant que personne publique. À cette époque, ces 2 catégories se complètent mutuellement. Et c'est ça qui est intéressant pour Joan Crawford, c'est que tout le récit qui est constitué autour d'elle, il correspond à ce qu'elle va représenter à l'écran. Le studio, il va utiliser son image de jeune Texane issue de la pauvreté, qui devient une star hollywoodienne. Et je sais pas si ce récit, il vous rappelle quelque chose, mais en fait, c'est l'incarnation parfaite de l'American Dream. Pour le public de l'époque, Joan Crawford, elle semble accessible au premier abord, puisque traverser ce que tant d'autres États-Uniens traversent à ce moment-là, la pauvreté. Mais maintenant, elle a l'image de cette riche star distinguée. Et donc, dans l'image du public de l'époque, on se dit, bah, moi aussi, je peux y arriver. Cet American Dream, il atteint son apogée en 1929, quand elle épouse Douglas Fairbanks Jr. C'est le fils de Douglas Fairbanks et le beau-fils de Mary Pickford, qui sont 2 immenses stars hollywoodiennes de l'époque. C'est l'aristocratie hollywoodienne. Et ce mariage, il lui permet d'atteindre l'aristocratie hollywoodienne et d'incarner la happy end des contes de fées hollywoodiens. Une fois l'image de la star constituée, le studio va tout faire pour la perpétuer. Au-delà des films, l'image de la star va se diffuser médiatiquement. Tout d'abord par le biais de la photographie. Le studio a tout à disposition, donc vous vous doutez bien qu'il y a un studio photo et un photographe attitré. On va parler d'un personnage intéressant et peu connu. La photographe Ruth Harriet Louise. C'est la première femme photographe à diriger le studio photo de la MGM. Ce qui est assez exceptionnel à l'époque vu que l'industrie est quand même globalement très sexiste. Mais rappelons tout de même que son frère travaille au studio et qu'il est réalisateur là-bas, ce qui facilite ses accès. Elle parvient à créer un style assez unique pour l'époque, avec sa lumière diffuse qui donne à ses photographies un aspect assez romantique dans le sens mouvement artistique. Joan Crawford, elle comprend rapidement l'intérêt de se faire photographier régulièrement. La concurrence à Hollywood, elle est rude. Il faut se faire voir le plus possible pour rester dans l'esprit du public et pour être à la mode. En 1928, Joan Crawford va être le sujet le plus photographié par Ruth Harriet Louise. Cette dernière, elle va permettre de renforcer l'image de flapper de Joan Crawford. Donc la flapper, c'est la jeune femme des années 20 qui fait la fête, qui s'amuse, qui sort la nuit et tout. En 1929, Ruth Harriet Louise va quitter la MGM pour se ranger dans la société, en se mariant et en ayant des enfants, et elle va se faire remplacer par le photographe George Hurrell, et en partie parce que le studio cherche une représentation plus sexy des actrices. Lui, il va participer à transformer Joan Crawford en beauté froide, en femme fatale. Cette représentation, à mon goût, arrive à son apogée avec le photographe Horst P. Horst, qui travaille aussi au studio. Lui, il y parvient grâce au fort contraste de valeurs qui transforme Joan Crawford en statue de marbre. Là, c'est important de souligner que l'image de la star, elle peut se transformer au fil du temps, en fonction du goût du public. Et c'est aussi ça, entretenir l'image, c'est s'adapter aux modes. Là, on va encore complexifier le propos. Laurie et Cort, encore eux, ils parlent de 2 types de continuité de l'image de la star. La continuité synchronique, qui existe entre l'image intrafilmique et l'image extra-cinématographique de la star,
en gros la cohérence de l'image de la star. Pour Joan Crawford, on peut prendre l'exemple de la Working Girl. Et la continuité diachronique, comment l'image de la star évolue dans le temps. Pour Joan Crawford, de Flapper à Working Girl dans les années 30. Ces photographies, elles vont être diffusées auprès des fans, auprès du public, vendues dans des cinémas ou publiées dans des magazines. La presse joue un rôle essentiel puisqu'elle va aussi offrir des entretiens, des interviews, des conseils donnés par les stars. Et ça donne un accès privilégié entre la star et son public. Et la radio, comme nouveau moyen de communication, va aussi participer à renforcer ce lien. Enfin, un autre aspect de la diffusion de l'image de la star, et particulièrement de Joan Crawford, c'est son style. Elle devient rapidement une icône de mode. Elle est connue pour ses tenues qui renforcent ses épaules, conçues initialement pour cacher un défaut physique, parce qu'on considérait qu'elle avait des trop grosses épaules. On peut penser par exemple à la robe de Letty Linton en crêpe de soie blanche, et les épaulettes deviendront sa signature dans la suite de sa carrière. Toutes ces images sont bien évidemment contrôlées par le studio. La star ne doit rien laisser dépasser, aucune erreur n'est admise. La star est liée à son contrat avec le studio. On ne s'arrête pas à ce qui est présenté dans les médias, on contrôle aussi sa vie privée. À partir de la signature de son contrat, elle ne peut plus en modifier les termes, et ce jusqu'à date d'expiration. Elle va donc avoir un salaire fixe versé par le studio, c'est une sorte d'employé. Ce salaire il peut être augmenté d'un pourcentage de bénéfices du film indépendamment de son succès, mais le contrat reflète bien le contrôle que le studio a sur la star. La star est un instrument, une marchandise du studio, donc peu de place pour l'humain derrière tout ça. D'autant plus que le studio est baigné d'une représentation patriarcale. Donc les types façonnés dont on avait parlé plus tôt, ils émanent d'un désir masculin, d'une représentation profondément patriarcale. Pour Joan Crawford, malgré ce personnage de femme indépendante, elle répond toujours à ce désir. Elle doit être belle selon des critères précis, ne pas déranger, et si malgré tout elle parvient à devenir indépendante dans ses rôles, elle doit être punie ou recadrée par le système. Par exemple, dans le film Our Dancing Daughters, Diana est une flapper libre et indépendante, sort avec plein d'hommes, mais toute l'histoire tourne autour de son potentiel mariage avec un millionnaire. L'horizon de sa vie doit être le couple hétérosexuel. Si elle s'éloigne de cette norme, le film la punit symboliquement, la menace symboliquement de déchéance. Et elle est critiquée tout au long du film pour être cette femme libre. Le contrôle de son image ne s'arrête pas au rôle qu'elle a dans les films, mais aussi dans sa vie personnelle. Pour illustrer ça, j'aimerais aborder un aspect de sa vie qui reste débattu par les historiens et vous allez vite comprendre pourquoi. À Hollywood, à cette époque, on ne peut pas montrer qu'on sort de la norme hétérosexuelle. Néanmoins, il existe plusieurs témoignages qui s'accordent sur la bisexualité de Joan Crawford. Évidemment, on a peu de preuves, mais comme on a peu de preuves pour Marlène Dietrich ou pour Katharine Hepburn. Mais sachant que c'est pas très autorisé, vous imaginez bien que personne va aller le crier sur tous les toits. À Hollywood, il existe à cette époque le Sewing Circle, qui se traduit par club de couture. C'est un groupe semi-secret d'actrices lesbiennes et bisexuelles qui se réunissent en privé pour vivre des relations entre femmes, tout en restant présentables pour le système. Et Joan Crawford est souvent citée parmi ces noms. Cette partie de sa vie reste dans l'ombre et controversée, puisque son image ne doit pas déroger à la norme hétérosexuelle. Ce flou, il est révélateur. Quand une orientation sexuelle n'est pas autorisée, elle va pas se montrer, elle va pas laisser de traces. Tout au long de sa vie, Joan Crawford, elle va avoir de nombreuses relations avec des hommes, des mariages, et aussi des relations avec des femmes. Mais ces faits, ils vont rester invisibles dans les récits mainstream. J'aborde ça non pas pour l'anecdote, mais pour bien montrer à quel point le contrôle du studio sur la star est important. L'image qu'on va se faire de la star n'est pas un reflet parfait de la réalité. L'image de Joan Crawford, elle est complètement façonnée par le studio hollywoodien. L'âge d'or du cinéma hollywoodien, il ne va pas durer. La crise de 1929, elle va pas beaucoup toucher l'industrie, mais à la fin des années 30, les États-Unis connaissent de profonds changements. Et eux, ils vont impacter l'industrie hollywoodienne. Pour Joan Crawford, la star parfaite du studio hollywoodien, elle va connaître sa première date de péremption. Au cours des années 30, le rapport du public aux stars change. Avec la Grande Dépression, le goût du public se transforme. On cherche à s'échapper et donc voir des films plus joyeux, comme des comédies musicales ou des screwball comedies, des comédies hollywoodiennes burlesques. Bref, des films qui ne représentent pas la dure réalité. Joan Crawford, elle est plutôt habituée à jouer dans des mélos, glamour, et elle connaît une première période compliquée de sa carrière.
En 1938, dans un article, elle est qualifiée de poison du box-office avec d'autres actrices de la MGM comme Katharine Hepburn ou Greta Garbo. C'est un article qui est publié par des exploitants du cinéma qui jugent que ces stars sont beaucoup trop chères par rapport à ce qu'elles rapportent. Le problème n'est pas qu'on veut plus les voir, mais qu'elles ne sont pas assez rentables. À cette époque, la MGM va se concentrer sur ses plus jeunes stars, comme par exemple Judy Garland. En plus, l'arrivée de Greer Garson au studio à la MGM change la donne pour Joan Crawford, puisqu'elles ont à peu près le même âge, et elle se voit proposer des rôles plus dramatiques reconnus par l'Académie des Oscars. Contrairement à Joan Crawford, qui à ce moment n'a jamais été nommée. Ce premier déclin dans sa carrière, il est aussi marqué par son âge. La société, elle la trouve moins désirable, et donc elle n'est plus aussi profitable aux yeux du studio. En 1943, après plusieurs années où Joan Crawford ne trouve plus son compte à la MGM par les rôles peu intéressants qu'il lui propose, elle met fin à son contrat avec l'accord du studio. Il faut comprendre que Joan Crawford, pendant les années 30, c'est devenue une véritable star qui cherche à obtenir des rôles plus intéressants. Elle va travailler dur et se battre constamment pour ses rôles. Et c'est une valeur qu'elle va porter tout au long de sa vie dans son travail. Elle ne subit pas totalement le studio system puisque avec sa célébrité, elle a un certain pouvoir. Ce départ de la MGM, il illustre aussi la qualité périssable de la marchandise qu'incarne la star. À partir du moment où elle n'est plus rentable, le studio peut s'en débarrasser assez facilement. En 1943, elle signe un contrat avec la Warner. Elle devient de plus en plus pointilleuse sur les rôles qu'on lui propose et n'apparaît que dans un seul film pendant 2 ans. En 1945, elle va jouer dans un rôle majeur pour la suite de sa carrière, qui va renforcer sa crédibilité aux yeux du public. Avec la Seconde Guerre mondiale, le goût du public états-unien change à nouveau. Dans la deuxième partie des années 40, le film noir devient à la mode. Les films deviennent plus sombres avec des histoires de crimes, de corruption et de désillusion. En 1945, Joan Crawford joue dans Mildred Pierce, un mélodrame aux accents de film noir. C'est l'histoire de Mildred Pierce, une femme au foyer qui va monter son restaurant et rencontrer un grand succès avec une histoire de meurtre en toile de fond. Elle reprend ainsi son personnage lié à l'American Dream, mais en plus sombre. C'est un moment important dans sa carrière puisque c'est la première fois qu'elle va être nommée aux Oscars et ainsi reconnue par l'Académie. Joan Crawford refuse de se rendre à la cérémonie, prétextant qu'elle est malade, surtout par peur de perdre. Et pourtant, ce soir-là, elle va gagner et le réalisateur va se rendre chez elle pour lui remettre son prix. Ici, on a une mise en scène de la victoire. Joan Crawford joue avec son image et les journalistes. Cette victoire lui permet de devenir une actrice sérieuse et reconnue par ses pairs. Il faut comprendre à quel point c'est exceptionnel pour elle. C'est une des rares actrices issues de la période des films muets qui travaille encore et qui plus est dont le travail est reconnu par l'Académie. Après Mildred Pierce, elle est nommée à 2 reprises aux Oscars, en 1948 pour Possessed et en 1953 pour Straight Jacket. Joan Crawford parvient donc à se réinventer lors de cette décennie avec des rôles plus sombres et plus complexes. L'économie hollywoodienne est stable durant la Seconde Guerre mondiale, mais on observe une demande croissante pour les first run products, les produits en exclusivité. Le style des films doit alors changer. Les studios se mettent à utiliser de plus en plus le nom du réalisateur, en plus de celui de la star, pour fidéliser le public. Le style des films devient de plus en plus individualisé. Les profits de l'industrie cinématographique chutent en 1947, ce qui mène à l'effondrement du studio system. Et cette chute, elle est provoquée par 2 événements. Le procès de Olivia de Havilland contre la Warner. Les contrats avec les studios étant très stricts, si une star sous contrat refuse de faire un film, son salaire est suspendu. Mais son contrat est prolongé et elle ne peut plus travailler ailleurs. L'actrice attaque particulièrement la pratique qui consiste à prolonger indéfiniment son contrat en pénalisant les périodes de suspension. La Warner perd son procès, ce qui permet une nouvelle autonomie pour les stars. Elles peuvent désormais s'opposer au terme du contrat et le contrat d'artiste ne peut pas excéder 7 ans. De plus, cette décision s'applique à tous les contrats de travail en Californie et donc toutes les stars d'Hollywood. L'autre événement est le jugement contre la Paramount. À cette époque, l'État lutte contre les monopoles des riches entreprises. Et comme je vous l'avais expliqué précédemment, à Hollywood, les grands studios ont créé un monopole vertical. Ils gèrent toutes les étapes de la création de films. De plus, certaines pratiques commerciales utilisées pour verrouiller le marché sont jugées illégales, comme le block booking qui touche directement les cinémas indépendants. Ces derniers doivent acheter un paquet de films, souvent mauvais, pour avoir accès aux gros titres. Il y a aussi le blind booking
qui consiste à acheter des films sans les avoir vus, ou encore la fixation de prix minimum de billets, et les accords de programmation qui empêchent une véritable concurrence. Le procès de 1947, mené par le gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre les monopoles, met donc fin à ce système vertical en obligeant les studios à se séparer des salles. Pour les stars, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Il y en a beaucoup qui vont quitter les studios, partent travailler en indépendant. C'est un très bon aspect pour le droit du travail de ces actrices, puisque c'est la fin du contrôle immense que le studio avait sur elles. Elles peuvent donc plus choisir leur rôle, les termes de leur contrat, etc. Donc quand on est une star à cette époque qui a du succès, c'est super, puisque on peut trouver des rôles plus facilement et on est beaucoup plus libre. Mais pour des stars comme Joan Crawford, qui ont déjà du mal à trouver des rôles, et qui sont en train de vieillir, ça devient plus compliqué. Elles sont moins demandées et elles n'ont plus du tout cette sécurité que le studio offrait. En plus, la fin du contrat de Joan Crawford avec son studio coïncide avec le début de sa cinquantaine, période où le cinéma ne veut plus vraiment de vous. C'est une actrice qui devient périssable. Le système qui l'a fait naître et proliférer est en train de disparaître et de faire place à un autre monde tout aussi dur avec ses stars. Avec les années 50, une nouvelle ère culturelle s'ouvre aux États-Unis. La fréquentation des salles diminue, la vie familiale prend de l'importance, c'est le baby-boom. De nouveaux divertissements voient le jour, comme le sport, et désormais les spectateurs restent chez eux parce qu'ils ont la télévision. Cette ère de la consommation de masse transforme la star en quelque chose qui doit être consommé comme n'importe quel autre produit. Qu'on est loin de l'image de la star déesse qui était mise en place avant, tournée vers l'artifice, le glamour, le luxe, et là on va vers une personne beaucoup plus ordinaire, plus accessible. Et aussi, il faut se rappeler que pendant la Seconde Guerre mondiale, vu que les hommes sont partis faire la guerre, les femmes occupent une nouvelle place dans la société. Elles gèrent plus le quotidien. Et au retour de ces hommes, ils n'ont pas envie que les femmes conservent ces postures de pouvoir. Et donc, ils vont les remettre à leur place précédente, la cuisine. Les représentations médiatiques vont suivre et on va avoir de moins en moins de rôles de femmes actives au cinéma. En plus de ça, le public il va rechercher plus de réalisme. C'est dans ce contexte que de nouvelles stars vont émerger, et avec elles, un nouveau jeu qui va devenir à la mode. Vous avez sûrement remarqué que dans les vieux films, le jeu est très théâtral, très construit, ce qui est d'ailleurs typique du jeu de Joan Crawford, qui montre ses émotions à travers ses regards, ses poses, ses gestes. C'est pas que c'est une mauvaise actrice, c'est que c'est une actrice avec un jeu très théâtral. Une nouvelle méthode de jeu qui devient centrale aux États-Unis à ce moment-là, la méthode. Elle vient du système Stanislavski, élaboré au début du XXe siècle au théâtre de Moscou. Elle a pour but de rechercher la vérité émotionnelle, plutôt que l'effet. Dans les années 30-50, Lee Strasberg reprend ce système aux États-Unis avec l'Actor Studio et élabore ce qu'on appelle le method acting, la méthode. En gros, c'est un jeu plus naturaliste qui met l'accent sur la mémoire affective, revivre les émotions d'un souvenir pour donner l'impression que l'actrice vit la scène. Ce jeu plus réaliste devient petit à petit la norme et c'est aujourd'hui totalement la norme. La méthode s'est pratiquée par des acteurs comme James Dean ou Marlon Brando. Un film pour bien voir la différence entre les deux méthodes de jeu, c'est Un tramway nommé Désir. Traveling wears me out. Well, take it easy. Ces acteurs qui jouent d'une manière plus réaliste vont devenir les acteurs récompensés par l'Académie. Le jeu de Joan Crawford il devient de moins en moins à la mode. C'est une autre des raisons pour lesquelles l'industrie hollywoodienne la considère comme périssable. Dans les années 40-50, Joan Crawford elle est connue pour être une des actrices les plus professionnelles du milieu. Elle est toujours à l'heure, elle connaît tous ses dialogues, elle cherche à ce que tout soit parfait, la lumière, le cadre, ses tenues. Ce perfectionnisme était auparavant ce qui était attendu d'elle et même nécessaire pour le contrôle de l'image par le studio, et il va être par la suite considéré comme excessif, faisant d'elle une actrice difficile. Comme je vous l'ai dit, après son départ de la MGM, elle décide de choisir plus précautionneusement ses rôles. Elle va être beaucoup plus en échange avec les réalisateurs et parfois même réécrire certaines de ses scènes. Dans la presse, ce qui est lu comme une exigence légitime pour les hommes d'être en contact avec le réalisateur, de réécrire des scènes, pour elle, va être vu comme un caprice.
Cette image d'actrice capricieuse, elle est renforcée par les nombreuses histoires qui sortent sur elle dans la presse, sur les tournages, soulignant le fait que c'est une actrice difficile. Par exemple, je vous en ai pas parlé dans ma vidéo précédente, mais dans Johnny Guitar, il y a eu de nombreuses histoires entre Joan Crawford et Mercedes McCambridge, puisque Joan Crawford n'aurait pas supporté que Mercedes McCambridge réussisse ses scènes du premier coup, et elle serait donc partie du tournage. En fin de compte, tout ce qu'attendait le star system de Joan Crawford et qu'elle respectait à la perfection devient par la suite attaqué de toutes parts. La mode change et ce qu'incarne l'actrice n'intéresse plus. Pire, elle en devient même critiquée. Malgré sa réinvention dans les années 40, lors des années 50, Joan Crawford fait face à quelque chose de terrible, vieillir à Hollywood. Ce n'est pas un secret, il est très difficile de vieillir en tant que femme à Hollywood, particulièrement au siècle dernier. Dans la conception sexiste de l'industrie hollywoodienne, les personnages féminins doivent attirer et être désirables. Et c'est bien connu qu'une femme devient périssable après 40 ans. Déjà, il existe peu de rôles de femmes après 40 ans, puisque les rôles féminins sont principalement occupés par des jeunes femmes. Il y a de nombreuses actrices très connues dans les années 50 qui sont très jeunes. Par exemple, Marilyn Monroe, qui joue le rôle des femmes sexy, désirables, souvent ingénues. Ou sur un autre registre, Audrey Hepburn, qui va elle incarner la jeune femme élégante, et encore d'autres actrices comme Grace Kelly ou Elizabeth Taylor. Les femmes plus âgées vont être, elles, relayées à des rôles plus secondaires, bien incarner des personnages névrosés. Par exemple, dans Sunset Boulevard, Gloria Swanson joue une ancienne star de cinéma muet qui vit recluse et qui rêve encore de célébrité. Elle y est dépeinte comme une figure tragique, limite pathétique. Joan Crawford, elle va aussi avoir ce genre de rôle. Par exemple, dans Harriet Craig, elle incarne une femme au foyer complètement possessive qui manipule son mari. Elle est présentée comme une femme castratrice, très toxique. Donc il y a ces deux aspects majeurs à saisir pour comprendre la difficulté des femmes qui vieillissent à Hollywood. La rareté des rôles et des rôles incarnant une forme de monstruosité. En fait, l'industrie hollywoodienne et la société états-unienne à cette époque ne veut pas voir de femmes vieillissantes, ne veulent surtout pas les désirer. Il faut donc les punir d'exister. Ce qui est super. Je vais maintenant vous parler d'un autre film majeur dans la carrière de Joan Crawford qui va même lancer un sous-genre cinématographique. En 1962, Joan Crawford tombe sur un livre, Whatever Happened to Baby Jane, l'histoire de deux sœurs qui sont d'anciennes actrices. Blanche, une ancienne star hollywoodienne, est blessée dans un accident de voiture et perd l'usage de ses jambes. Jane, une ancienne enfant star de vaudeville, s'occupe d'elle. Leur relation est très toxique et tout ça devient vite violent. Un point important à remarquer, si vous avez vu ma dernière vidéo, et je vous conseille d'aller la voir, c'est que c'est Joan Crawford qui est à l'initiative du film. C'est elle qui va aller chercher Bette Davis pour le rôle de Jane, et elle va proposer le projet à Robert Aldrich qui accepte rapidement. Après avoir trouvé un studio, le film est annoncé à la presse qui s'emballe rapidement. Il faut comprendre que Bette Davis, c'est tout autant une star que Joan Crawford. Elle a reçu plusieurs Oscars, et comme Joan Crawford, elle a un moment critique de sa carrière. Le film est donc l'occasion parfaite de les remettre au devant de la scène. Le film, il est important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit plus tôt, il lance un sous-genre qu'on appelle la Haxploitation. Ce sont des films qui mettent en scène des femmes âgées, et qui jouent principalement sur l'horreur. Et là, on met le doigt sur un point essentiel. Quand Hollywood ne désire plus ses actrices pour leur âge, ils transforment leur vieillesse en spectacle. Dans Baby Jane, le public de l'époque se moque totalement de ces deux personnages. Et quand on y pense aujourd'hui, c'est des films qui ont une filiation directe avec The Substance, par exemple. Le film est un grand succès puisqu'il rassemble deux immenses stars du cinéma. C'est un peu le multiverse, un clash des titans. Et la performance de Bette Davis, elle est tout particulièrement reconnue puisqu'elle est nommée aux Oscars en tant que meilleure actrice en 1963. Et c'est là qu'un des autres aspects majeurs du film rentre en compte, la rivalité entre Betty et Joan. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails concernant cette histoire puisqu'il existe déjà beaucoup de choses qui ont été faites autour. En gros, dès l'annonce du casting, la presse s'emballe sur une rivalité entre les deux femmes basée sur une prétendue jalousie. La cérémonie des Oscars est le paroxysme de cette histoire, de cette rivalité, puisque Joan Crawford fait une sorte de lobbying pour que tous les membres de l'académie ne votent pas pour Bette Davis. Et elle va demander à toutes les autres actrices nommées si elle peut recevoir leur prix à leur place. C'est quelque chose qui se fait à l'époque. Et cette année-là, c'est Anne Bancroft qui va gagner l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans The Miracle Worker. Et c'est bien Joan Crawford qui va aller chercher l'Oscar à sa place. Tout ça pour bien mettre le seum à Bette Davis parce que Joan Crawford n'a pas été nommée.
Cette rivalité, elle inspire énormément et ça reste un des aspects les plus connus de la carrière de ces deux femmes. C'est cette histoire qui est notamment à l'origine de la saison 1 de la série Feud de Ryan Murphy, qui n'est pas non plus connue pour être le plus fidèle à la réalité, donc c'est pas une série documentaire. Mais en fait, toute cette histoire pour dire quoi finalement ? Si on met deux grandes actrices ensemble dans un film, il faut forcément les mettre en compétition. Cette rivalité, elle va faire vendre. Et elle rentre parfaitement dans l'esprit commercial d'Hollywood. Comme j'ai pu le dire, le film il lance un sous-genre, mais aussi de nombreuses suites. Comme Hush Hush Charlotte avec Betty Davis. Joan Crawford devait faire partie de ce film, mais suite à une grosse embrouille, elle a quitté le tournage. Whatever Happened to Baby Jane rencontrera un grand succès, mais ne va pas relancer pour autant la carrière de Joan Crawford. Et elle va rentrer dans la dernière phase de sa carrière. Après Baby Jane, Joan Crawford elle continue dans cette niche d'horreur, où de nombreuses actrices de sa génération se réfugient. En 1964, elle joue dans Straight Jacket, l'histoire d'une femme qui assassine son mari. Elle va incarner de plus en plus cette image très camp, où tous ses traits sont exagérés. Elle apparaît dans quelques séries télé, puis tourne dans des films de série B, des nanars. Elle n'a plus sa place au devant de la scène. Son dernier rôle au cinéma, c'est Trog, un film anglais sorti en 1970. On est à l'opposé total des grands films hollywoodiens dans lesquels elle a pu tourner. Un budget ridicule, une équipe réduite et un scénario pas terrible. En gros, c'est l'histoire d'une anthropologiste, incarnée par Joan Crawford, qui fait la découverte d'un homme des cavernes, mi-singe, mi-humain. Si le scénario n'a pas su vous convaincre, peut-être que quelques images peuvent. Personnellement, j'ai trouvé le film assez touchant puisque Joan Crawford, elle donne vraiment tout ce qu'elle a, même si c'est un film qui est très nul. Elle garde cette performance d'actrice très sérieuse dans un film qui ne l'est pas du tout. Et ça montre son professionnalisme tout du long et son amour pour le cinéma. Bon, aussi, à cette époque, il faut noter qu'elle a un petit problème d'alcoolisme et il y a beaucoup de gens qui racontent qu'elle arrivait bourrée sur les tournages. Après ce film, elle se fait plus rare. Elle publie son autobiographie en 1971 et apparaît publiquement pour la dernière fois en 1973. Elle décède dans son appartement à New York en 1977 d'un arrêt cardiaque. Dans sa vie, elle fera pas que du cinéma. En 1955, elle épouse Alfred Steele en 4e noces. C'est le président de Pepsi Cola. Et elle va beaucoup travailler pour l'image de la marque. Et à la mort de son mari en 1959, c'est la première femme à siéger au conseil de Pepsi Cola. C'est pour ça qu'à l'époque, on la voit tout le temps avec une bouteille de Pepsi à la main. À la fin de sa vie, son image a complètement changé. Elle passe d'une star inaccessible du cinéma hollywoodien à icône dépassée tournant dans des films de série B. Elle est utilisée comme attraction avec son nom et avec son corps de femme vieillissante que l'industrie ne veut pas désirer. Joan Crawford, elle fait partie de ces grandes actrices du cinéma hollywoodien classique qui ont participé à en faire sa renommée. Le but de cette première partie est de comprendre comment la notion de star est intrinsèquement liée au fonctionnement d'une industrie. Joan Crawford y est un produit fabriqué de toutes pièces. Au moindre signe de non-rentabilité, l'industrie se retourne contre elle et ça assez violemment. Elle a beau se réinventer, quand Hollywood ne veut plus d'elle, elle disparaît lentement. Néanmoins, il y a un aspect essentiel de la carrière de Joan Crawford qui va l'accompagner toute sa vie, c'est ses fans. Elle fait partie des rares actrices à entretenir un véritable lien avec son public. Elle a un fan club qui va la suivre toute sa vie et elle va répondre quotidiennement aux courriers, elle va les rencontrer, faire plein de choses avec. Et c'est aussi ça qui va participer à garder son statut d'icône. En fait, ici, je veux vous inviter à réfléchir à l'industrie hollywoodienne, à tout l'envers du décor de la création. Sans glorifier personne, mais montrer une réalité souvent froide et mercantile. Dans cette vidéo, j'ai pas abordé toute la partie sur l'héritage de Joan Crawford, extrêmement intéressant. Comment, malgré l'effondrement d'un système, elle parvient à rester une icône. Comment cette image de star hollywoodienne passe à celle d'une mère tyrannique. Comment elle va être réappropriée par la communauté gay et les personnes queer. Tout un tas de questions très intéressantes que j'aborderai dans une prochaine vidéo. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Elle était un peu longue, mais j'avais plein de choses à dire. Et c'est pas fini. N'hésitez pas à vous abonner,
à mettre un j'aime et à laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. À bientôt pour une prochaine vidéo.